Salut à tous. Pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification. Et vous pouvez aussi liker ma vidéo afin de me soutenir. Merci pour votre soutien. Je vous souhaite une excellente écoute. Je m'appelle Ahmed. J'ai 65 ans et je suis retraité. J'habitais dans le même immeuble que mon fils, juste en face de son appartement. Mon fils vivait avec sa femme. Leur proximité aurait dû être une source de réconfort. Pourtant, depuis que ma femme était décédée, il y a 4 ans, une solitude accablante m'avait enveloppé, comme si j'avais été jeté dans un puits sans fond. La perte de ma femme avait été un choc insurmontable. Nous nous étions mariés par amour, et vivre sans elle me semblait impensable. Pendant longtemps, j'avais refusé de voir qui que ce soit, m'isolant du monde. Il m'avait fallu des mois pour commencer à relever la tête, mais le vide qu'elle avait laissé restait incommensurable. Mon fils faisait tout pour m'aider à sortir de cette spirale, essayant de me redonner goût à la vie. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de remarquer l'attitude distante de ma belle-fille. Elle avait toujours été froide envers ma femme et moi. Mon épouse, pleine de sagesse et de patience, excusait souvent son comportement. Elle est jeune, disait-elle, et elle fait des erreurs comme tout le monde. Soyons tolérants. Peut-être qu'avec le temps, elle comprendra et suivra le bon chemin. Ces paroles résonnaient encore en moi, mais je n'avais jamais compris pourquoi cette distance persistait, même après tout ce temps. Si je vous raconte tout cela aujourd'hui, ce n'est pas simplement pour évoquer ma solitude ou ma famille. C'est parce qu'il m'est arrivé quelque chose de bien plus troublant. Une histoire qui a bouleversé ma vie, au point d'en hanter encore mes nuits. Ce que j'ai vécu dépasse l'entendement. Ce n'était pas une simple anecdote ou un mauvais souvenir. C'était une rencontre avec l'inexplicable. En partageant ce récit, j'espère enfin alléger ce poids, même si ce que je vais vous révéler risque de vous glacer le sang. Ma femme était une femme juste, compréhensive et dotée d'un bon cœur. Elle voyait toujours le meilleur en chacun, même lorsqu'il était difficile à discerner. Après son départ, quelques mois plus tard, mon fils m'avait proposé de rester chez lui un moment. Il pensait que cela m'aiderait à ne pas sombrer davantage dans la solitude. Mais je savais que ma présence risquait de déranger ma belle-fille, et cette idée m'était insupportable. Alors, après quelques jours, j'étais rentré chez moi, décidé à m'habituer à vivre seul, et à me suffire à moi-même. Les jours passaient, et ma routine solitaire s'installait peu à peu. Un jour, mon fils vint me voir et me dit « Papa, nous partons en vacances. Viens avec nous, cela te ferait du bien. » Je lui répondis avec un sourire. « Non, mon fils, allez-y sans moi. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis très bien comme ça. Profitez de vos vacances et amusez-vous bien. » Il insista légèrement, mais sans insistance déplacée. « Papa, on a appelé les 2 cousines de ma femme. Elles viendront garder la maison et en profiteront pour te rendre visite. Tu ne seras pas seul. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à frapper à la porte. Elles seront là pour toi. » Je hochai la tête, touché par son attention. « Très bien mon fils, comme tu veux. Passez de bonnes vacances tous les deux. » Malgré sa froideur, je devais reconnaître que ma belle-fille n'avait jamais été méchante avec nous. Elle restait respectueuse. Et c'était exactement pour cette raison que ni ma femme ni moi ne lui avons jamais fait de reproches. Elle ne manquait jamais de nous saluer avec politesse, mais elle ne nous montrait pas plus de sympathie. Ma femme, avec sa sagesse habituelle, excusait toujours son comportement. « Personne n'est obligé d'aimer tout le monde, disait-elle. L'important, c'est que mon fils et elle soient heureux ensemble. » Je m'étais toujours accroché à ces paroles. Tant que mon fils trouvait le bonheur à ses côtés, c'était tout ce qui comptait pour moi. Lorsque mon fils et ma belle-fille partirent en vacances, leur maison resta vide quelques jours en attendant l'arrivée des 2 cousines de ma belle-fille. Ces jeunes femmes que je ne connaissais pas allaient occuper leur appartement, et je me disais que j'allais sûrement bien m'entendre avec elles. Le jour où elles devaient arriver, il se faisait vraiment tard, et je commençais à douter de leur venue. Peut-être avaient-elles changé d'avis. Alors que je me préparais à me coucher, un bruit me tira de mes pensées. Des rires éclataient dans la partie commune de l'immeuble, résonnant dans le silence de la nuit. Intrigué, je me dirigeai vers la porte, et je jetai un coup d'œil par le judas. Ce que je vis me déçut instantanément. 2 jeunes femmes, visiblement en état d'ébriété, titubaient en montant les escaliers. Elles semblaient avoir du mal à se tenir debout. Leur éclat de rire était bruyant, presque incontrôlé. Je supposais qu'il s'agissait des cousines dont mon fils m'avait parlé, car seuls nos 2 appartements étaient occupés au 3e étage. Elles se dirigèrent vers l'appartement de mon fils,
Mais ouvrir la porte sembla être un défi pour elle. Elle se débattait maladroitement avec la serrure, trébuchant et chuchotant entre deux rires. J'étais persuadé qu'elles allaient réveiller tout l'immeuble avec leur tapage nocturne. Après plusieurs minutes d'efforts laborieux, elles finirent par entrer et claquèrent la porte derrière elles. Un soupir m'échappa. De les voir dans cet état m'avait profondément attristé. Je me disais que je devrais en parler à mon fils dès le lendemain. Il était déjà tard, mais je ne pouvais m'empêcher de m'inquiéter. Non seulement pour l'appartement, mais aussi pour elles, deux jeunes filles, dehors à une heure aussi avancée, et manifestement ivres. Cela me paraissait imprudent, voire dangereux. Avec ces pensées en tête, je retournai me coucher, bien que le sommeil me sembla difficile à trouver à cette heure-là. Au matin, je décidai de parler à mon fils au téléphone pour lui faire part de mes inquiétudes. « Papa, je suis au courant », répondit-il calmement. « Ce sont les cousines de ma femme, et je peux pas me permettre de leur dire quoi que ce soit. Et par contre, je rentrerai plus tôt si besoin, papa. » Puis il raccrocha, presque avec désinvolture. Cette réaction me dérangea profondément. Je repensais à ma propre sensibilité envers les filles. J'avais toujours rêvé d'avoir une fille, mais le destin en avait décidé autrement. Voir ces jeunes femmes se comporter de manière aussi irresponsable, rentrer tard en ignorant les dangers, et manquer de respect pour elles-mêmes me fendait le cœur. Elles ne semblaient pas mesurer la valeur de leur jeunesse. Le lendemain, je m'ennuyais. Je sortis l'après-midi pour une petite balade. Sur le chemin, je croisai Shérif, l'un des meilleurs amis de mon fils. « Tonton Ahmed, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment vas-tu? Tout va bien pour toi, Inch'Allah. »« Tout va bien, je te remercie, répondis-je. »« Et tes parents, comment vont-ils? » Salue-les de ma part. Shérif était un jeune homme poli et respectueux, un bon garçon. Lui et mon fils étaient des amis depuis leur enfance. « Tonton, j'ai appris que tu vivais seul. N'hésite surtout pas à m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit, » me dit-il avec sincérité. « Merci, Shérif, ne t'inquiète pas pour moi, » répondis-je en souriant, avant de rentrer chez moi. En arrivant devant mon immeuble, je remarquai les deux cousines de ma belle-fille qui discutaient devant l'entrée. Nous prîmes l'ascenseur ensemble, mais elles semblaient ignorer qui j'étais. L'une d'elles, un peu moqueuse, déclara « On a trop bu hier soir, si on faisait ça à chaque fois. Un jour on se perdrait complètement, c'est sûr. » L'autre répondit en riant « T'as raison, on a galéré hier soir, mais franchement, elle a bien fait de partir en vacances, notre cousine. Elle a trouvé un vrai crétin, son mari. Un comme ça, je lui ferais faire tout ce que je veux. Si je trouvais un idiot pareil, j'arrêterais les soirées, je te jure. Je deviendrais même la parfaite femme d'intérieur. » Elles éclatèrent de rire, tandis que je restais impassible, indigné par leurs propos. Lorsque nous descendîmes au 3e étage, les deux filles me regardèrent, un mélange d'étonnement et d'inquiétude dans leurs yeux. Leur cousine leur avait probablement parlé de moi, mais elles semblaient ne pas savoir à quoi je ressemblais. Sans un mot, je descendis de l'ascenseur, rentrai chez moi et refermai la porte derrière moi. Par curiosité, je jetai un coup d'œil par le Judas. Les deux jeunes femmes étaient restées immobiles, fixant ma porte avec un air nerveux. Elles semblaient avoir compris que je les avais entendues et que leurs paroles n'étaient pas appropriées. Après un moment, elles finirent par entrer dans l'appartement de mon fils. Je soupirais. Ces filles ne m'inspiraient aucune sympathie. Elles étaient mal élevées, et leur comportement me semblait étrange, presque dérangeant. Plus tard, après avoir dîné, je m'installai sur le canapé et m'apprêtais à allumer la télé. C'est alors que l'on frappa à la porte. Intrigué, je me levai et allai ouvrir. En face de moi se tenaient les deux cousines. Elles tenaient une assiette et me dirent « Bonsoir, excusez-nous de vous déranger. Nous sommes venus prendre de vos nouvelles. Comment allez-vous » Je leur répondis « Bonsoir, je vais très bien, ne vous en faites pas pour moi. » Elles me tendirent l'assiette en souriant et me dirent « On vous a apporté une petite douceur. Bon appétit. » C'était un gâteau au chocolat. Je leur expliquai que je souffrais de diabète et que je ne pouvais pas manger ce gâteau. Je fermai la porte sur elles. Mais à peine la porte fermée, un sentiment de remords m'envahit. Ma femme avait toujours dit qu'il fallait fermer les yeux sur les erreurs des jeunes et leur montrer le droit chemin. Ces deux filles étaient vraiment très jeunes, à peine la vingtaine. Je ne pouvais pas les rejeter ainsi. Je rouvris la porte immédiatement. Les filles avaient tourné le dos, prêtes à repartir. Je les appelai et leur dis « Je suis désolé les filles, j'étais un peu fâché. C'est pour ça que j'ai réagi de cette manière. » Je leur souris et ajoutai « Je me dis finalement qu'un peu de gâteau au chocolat ne me ferait pas de mal. » Les filles se retournèrent, sourirent et me tendirent à nouveau l'assiette. « Entrez à l'intérieur, je vous en prie. Prenons un thé ensemble. » Elles acceptèrent mon invitation avec enthousiasme.
et nous passâmes un bon moment à discuter, à faire connaissance. J'appris que l'une des filles s'appelait Zeynab et l'autre Houria. Au fur et à mesure de la conversation, je compris qu'elles avaient bon cœur et des personnalités adorables, malgré leurs petites erreurs. Elles n'étaient pas mauvaises, loin de là, juste un peu perdues. Après un long moment passé ensemble, les deux filles me dirent qu'il se faisait tard et qu'elles devaient partir, car elles avaient beaucoup de choses à faire le lendemain et devaient se lever tôt. Je les raccompagnai jusqu'à la porte, et après avoir fait la vaisselle, je me retirai dans ma chambre. Après notre discussion, ma colère s'était dissipée et je ne me sentais plus aussi seul. C'était étonnant, mais j'avais trouvé une certaine tranquillité, une paix que je n'avais pas ressentie depuis la perte de ma femme. Je m'allongeai sur le lit, pensant que j'allais enfin dormir paisiblement. Pourtant, au milieu de la nuit, quelque chose me réveilla. Je ne savais pas pourquoi, ni ce qui m'avait tiré du sommeil, mais une étrange sensation m'envahit. J'avais envie de prendre l'air. Alors je sortis sur le balcon et aperçus la lumière provenant de la fenêtre de l'appartement de mon fils. Je regardai ma montre. Il était 2 heures du matin. Or, les filles m'avaient dit qu'elles allaient se coucher tôt. Avaient-elles eu un problème? Je ne voulais pas frapper à leur porte à cette heure tardive. Je ne voulais pas les déranger, mais je m'inquiétais quand même. Après avoir pris l'air, je rentrai dans ma chambre à coucher et m'endormis. Je fis un rêve étrange dans lequel je marchais sur une route en pleine nuit. Il y avait des bruits étranges qui venaient des alentours. Je regardais autour de moi pour distinguer d'où venaient ces bruits, mais je ne voyais rien. Une faible lueur éclairait légèrement la route. Soudainement, 2 chiens de type Rottweiler se mirent en face de moi. Les chiens avaient l'air tellement agressifs que je n'osais pas les regarder de peur de les défier. Je fis demi-tour et me mis à courir, mais je trébuchai et tombai dans un trou rempli de boue. Je fis de mon mieux pour en sortir. Mais quoi que je fasse, je n'y arrivais pas. Plus je me démêlais pour sortir du trou, plus je m'enfonçais dans la boue. J'appelais à l'aide, mais personne ne m'entendait. Juste au moment où j'allais m'enfoncer entièrement, j'aperçus les 2 filles. Elles me regardaient avec des sourires terrifiants. En me réveillant le matin, je mis du temps à me remettre de ce cauchemar. Je voulus appeler mon fils, mais je n'arrivais pas à le joindre. Son téléphone sonnait occupé. Je pris une douche, je me sentais mieux. Je partis à la cuisine, mais il n'y avait rien à manger dans le réfrigérateur. Je sortis pour faire les courses et, sur le palier, j'aperçus les 2 filles. Elles tenaient des sacs en plastique noir à la main. Quand elles me virent, leurs visages changèrent en panique. La première chose qu'elles me dirent fut que les sacs qu'elles tenaient contenaient des ordures. Or, je ne leur avais rien demandé. Je leur demandais si tout allait bien. Elles se regardèrent, puis elles me dirent que tout allait bien. Nous prîmes l'ascenseur ensemble, et une odeur nauséabonde se dégageait des sacs. Sans que je ne dise rien, les filles m'affirmèrent que les sacs contenaient de la nourriture périmée. Mais elles étaient venues il y a 2 jours. Quelle nourriture pouvait se périmer en 2 jours, me dis-je. Je savais que les filles me cachaient quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Je fis quelques courses, acheter du pain tout frais, puis préparer mon petit déjeuner chez moi. En fin de soirée et début de nuit, tout était silencieux. Je m'étais installé sur mon canapé, une tasse de thé à la main, lorsque des bruits sourds et irréguliers commencèrent à résonner dans le couloir. Intrigué, je me levai et m'approchai de la porte pour regarder discrètement à travers le judas. Zeynab et Houria étaient là, dans la partie commune de l'immeuble. Elles ne semblaient pas ivres comme la première fois, et elles ne faisaient pas de bruit, ne dérangeant personne. Elles portaient des robes sombres, leur visage légèrement maquillé, mais leur apparence semblait étrange. Elles murmuraient entre elles dans une langue qui m'était étrangère, leurs gestes désordonnés trahissant une certaine ivresse. Elles sortirent une petite boîte en bois, gravée de symboles que je ne reconnaissais pas. Elles s'accroupirent devant la porte de mon fils, allumant ce qui ressemblait à des bougies noires. Une odeur de soufre s'infiltra soudainement dans mon appartement, presque suffocante. Je n'osais pas bouger mes doigts crispés autour de la poignée. À ce moment-là, Zeynab leva la tête, et ses yeux se fixèrent sur moi avec un sourire étrange. Ses lèvres formèrent des mots silencieux, comme si elle avait senti ma présence et savait que je regardais à travers le judas. Mon cœur rata un battement. Je reculai précipitamment, le souffle saccadé. Je restais figé, espérant qu'elle ne viendrait pas frapper à ma porte. Quelques minutes plus tard, j'entendis leur porte se refermer. Mais le silence qui suivait était encore plus oppressant. Cette nuit-là, je n'avais pas envie de dormir. Je me devais de savoir ce qui se passait. Je me levai de mon lit et, après avoir regardé l'heure, il était presque minuit. Je sortis discrètement de chez moi.
Essayant de faire le moins de bruit possible, je mis mon oreille contre la porte de l'appartement de mon fils, espérant entendre quelque chose. Au début, il n'y avait rien. Puis, peu après, j'entendis des bruits, comme une dispute. Et soudain, la porte s'ouvrit. C'était Houria. « Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur Ahmed? Il y a un problème ?» me demanda-t-elle. « Non, ma fille, il n'y a rien de grave. Je me sens juste un peu mal, c'est tout. Est-ce que je peux m'asseoir un moment à côté de vous ?» répondis-je. Houria réfléchit quelques secondes, puis jeta un coup d'œil furtif à l'intérieur de la maison, comme pour vérifier quelque chose. Elle me dit alors: « Oui, je vous en prie, entrez à l'intérieur. » À l'intérieur, tout semblait normal, silencieux. Je demandai aux filles: « Qu'est-ce que vous faites de beau? Comment ça va, vous deux ?» Elles se regardèrent, puis se retirèrent dans la chambre pour se parler avant de revenir à mes côtés dans le salon. Les filles me dirent: « Excusez-nous, on avait des choses à faire. On ne vous attendait pas. » Elles semblaient très inquiètes. J'avais l'impression de les avoir interrompues alors qu'elles faisaient quelque chose d'important. Bien que Houria se soit assise à côté de moi, Zeynab faisait des allers-retours dans la chambre. Elle faisait des gestes discrets vers Houria, comme si elle lui transmettait quelque chose que je ne comprenais pas. À un moment, je leur dis: « Je suis désolé de vous avoir dérangé. Je pense que je devrais vous laisser. » Houria répondit: « C'est nous qui sommes désolés. Vous nous avez pris au dépourvu. » Elle m'accompagna jusqu'à la porte, tout en avançant vers la sortie. Je tentais de jeter un coup d'œil discret autour de moi, vérifiant que tout était normal. Je voulais m'assurer qu'il n'y avait rien d'étrange. Juste au moment où j'allais sortir, j'entendis une sorte de plainte venant de la chambre. Je me retournai, mais avant que je ne puisse réagir, Houria ferma la porte rapidement, en me souhaitant une bonne nuit, puis verrouilla la porte à clé. Je restai quelques secondes devant la porte, écoutant les bruits étranges venant de la chambre. Ils ressemblaient à des disputes, mais quelque chose me perturbait profondément. Puis, j'entendis des bruits de pas précipités, comme si quelqu'un courait vers la porte. Une intuition me poussa à fuir. Je pressai le pas pour ouvrir ma propre porte, mais je n'arrivais pas à insérer la clé correctement. Je ne voulais pas que les filles me voient dans le couloir. Je me sentais effrayé, sans savoir pourquoi. Quand je réussis enfin à ouvrir ma porte, je la fermai rapidement et la verrouillai. Je m'approchai du Judas pour jeter un dernier coup d'œil, mais ce que je vis me paralysa. La lumière du couloir s'était allumée comme d'habitude, mais avant qu'elle ne s'éteigne, j'aperçus une silhouette, une forme impossible à décrire, sombre et translucide, qui se tenait juste devant ma porte. Pris de panique, je tentais de joindre mon fils, mais il ne répondait pas. Malgré mes appels répétés, je n'arrivais pas à le joindre. La vision de cette silhouette me hantait, et je sentais une présence malveillante, comme si quelque chose m'observait. Je ne pouvais plus sortir de chez moi. Je n'osais même plus m'approcher de la porte. Je savais que cette peur me poursuivrait jusqu'au matin. Dans ma chambre, les ombres semblaient danser sur les murs, bien que la lampe de chevet fût allumée. Une étrange sensation de présence pesait dans l'air, comme si quelque chose m'observait depuis l'obscurité. Je pris un tranquillisant pour apaiser mon esprit, et je m'endormis enfin. Mais alors que je dormais profondément, mon corps fut soudainement secoué, me réveillant en sursaut. Je regardai autour de moi, mais il n'y avait rien. Mon regard se posa sur le balcon, et je vis la lumière de la chambre des filles allumée. Même à cette heure tardive, elles étaient encore debout. Je n'avais pas pu m'empêcher de repenser à la silhouette étrange que j'avais vue dans le couloir, ce qui m'avait dissuadé de sortir sur le balcon. J'avais reculé précipitamment, retournant dans ma chambre en espérant trouver un peu de calme pour dormir. Mais dès que ma tête toucha l'oreiller, on frappa à la porte de manière insistante. Je savais que c'était probablement les filles. Cependant, je ne voulais pas leur ouvrir. Je faisais semblant de dormir, espérant qu'elles finiraient par partir. Les coups redoublèrent, plus pressants encore. Finalement, je me levai lentement et me dirigeai vers la porte, sans oser regarder à travers le Judas. « Qui est-ce » demandai-je, ma voix tremblante. Il n'y eut aucune réponse. « Répondez si vous voulez que j'ouvre » dis-je d'une voix plus forte, espérant dissuader l'intrus. Mais le silence qui suivit était encore plus oppressant. C'était un silence étrange, presque lourd, comme si l'air lui-même s'était figé. Je n'osais pas ouvrir la porte et regarder une fois de plus par le Judas. Il n'y avait personne. Je retournai dans ma chambre. Chaque tentative de fermer les yeux me laissait avec la sensation persistante d'être observé. Puis, soudain, juste devant la porte, la silhouette apparut à nouveau. Elle me fit sursauter avant de disparaître aussi rapidement qu'elle était apparue. Bismillahirrahmanirrahim, murmurai-je une prière, le souffle court.
Je me levai tremblant pour verrouiller à nouveau la porte. Je tentais de dormir, la lumière allumée, mais je ne pouvais fermer l'œil. À chaque mouvement dans l'appartement, je scrutais l'ombre, m'attendant à voir à nouveau cette forme. La nuit passa lentement, chaque seconde semblant durer une éternité. Le matin, j'essayai d'appeler mon fils sans succès, hanté par ce que j'avais vu. Le silence de l'appartement amplifiait ma peur. Je pensais à Shérif, l'ami d'enfance de mon fils qui m'avait dit de l'appeler en cas de besoin. Je lui expliquai la situation et demandai son aide, mais il ne pouvait venir que le soir. En attendant, je décidai de sortir, cherchant à m'éloigner de ce lieu qui me semblait désormais imprégné de quelque chose de malsain. La journée passa lentement. Le soleil se couchait lorsque je retournai chez moi. En arrivant devant mon immeuble, je croisai mon voisin Elias qui habitait au 2e étage. « Bonsoir voisin, j'aimerais te demander quelque chose, mais je veux pas que ça soit mal pris. » me dit-il. Je m'arrêtai et lui répondis. « Je t'écoute, cher voisin. » Eh bien, comment te dire? Commença-t-il. Ça fait 2 jours que j'entends des bruits étranges qui viennent de l'appartement de ton fils. C'est la première fois que ça arrive. On dirait qu'on court à l'intérieur de l'appartement toute la nuit. Je me demandais s'il y avait un problème. Je pris une grande inspiration. Je vois. Mon fils et ma femme sont partis en vacances depuis 2 jours. Et les cousines de ma belle-fille sont venues surveiller l'appartement. C'est probablement elles qui ont fait du bruit. Je m'excuse pour ça. Et je leur parlerai pour qu'elles fassent moins de bruit. Elias me remercia et ajouta. Ahmed, on est tous les deux âgés, et on a un sommeil fragile, tu le sais. Ce genre de choses nous fatigue. Ça serait bien si tu leur en parlais. Puis, il s'éloigna, toujours inquiet. Il avait raison, bien sûr. Il ne voulait pas être dérangé par des bruits nocturnes. Mais moi, je ne pouvais m'empêcher de me demander si ces bruits n'étaient pas le symptôme de quelque chose de bien plus inquiétant. Après avoir pris l'ascenseur, je vis les filles devant ma porte. Je leur demandai ce qu'elles faisaient là. On se demandait juste comment tu allais. Répondirent-elles étrangement souriantes, presque trop aimables. Mais quelque chose dans leur regard me mettait mal à l'aise. Leurs yeux semblaient fixes, comme si elles regardaient au-delà de moi. Je vais bien, merci, mais les voisins se plaignent des bruits que vous faites toute la nuit. S'il vous plaît, ne dérangez personne. Vous êtes invités ici, vous n'êtes pas des habitantes. Leur dis-je en ouvrant ma porte à clé, puis je rentrai chez moi. Zeynab mit un de ses pieds devant la porte et me dit « Tu vas pas nous laisser entrer ?» En essayant de m'empêcher de fermer la porte. « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu mets ton pied devant la porte ?» lui demandai-je. Elle répondit d'un ton presque trop calme. « T'es sûr que tu veux pas nous laisser entrer? Désolé, mais je suis un peu fatigué, et je dois bientôt recevoir chez moi. Venez une autre fois. » Répondis-je. Mais Zeynab et Houria tirèrent la porte. Zeynab, plus insistante, mit un pied à l'intérieur de l'appartement et dit, avec ce même sourire diabolique, « On est des invités nous aussi, laisse-nous entrer. » Je ne savais pas quoi leur dire. Elles avaient l'air tellement effrayantes, et les deux dégageaient une odeur nauséabonde, comme si elles ne s'étaient pas lavées depuis plusieurs jours. « S'il vous plaît, les filles, ne me rendez pas les choses difficiles. Venez plus tard, » dis-je désespéré. Juste au moment où Houria allait entrer, les bruits de pas de Shérif se firent entendre, ce qui fit reculer les filles. En voyant Shérif, je me sentis soulagé. Les filles, quant à elles, sans rien dire, rentrèrent dans l'appartement et refermèrent la porte. Je pris Shérif par le bras pour le faire entrer chez moi au plus vite. Une fois à l'intérieur, Shérif, me voyant inquiet, me demanda « Qu'est-ce qu'il y a, tonton? Est-ce qu'il y a un problème? Qui étaient ces filles ?» Je me mis à tout lui raconter depuis le début. Shérif me regardait d'un air incrédule. Puis il dit « Ah, désolé tonton, mais c'est étrange ce que tu me racontes. Mais si tu veux, j'irai leur parler. T'en fais pas, elles ne pourront rien te faire. » Ajouta-t-il d'un ton rassurant. Puis il se leva, ajoutant « Je vais leur parler, tonton, et revenir. Ne t'en fais pas. » Il sortit, et je le regardai par le Judas. À peine avait-il frappé à la porte que les filles lui ouvrirent. Shérif leur parlait. Et pendant ce temps, les filles ne cessaient de regarder en direction de ma porte. Elles savaient que je les observais. Je m'écartai de la porte. Mon cœur battait très vite et mes oreilles bourdonnaient. Pendant un long moment, j'attendis, mais il n'y avait aucun signe de Shérif. Et les filles avaient fermé leur porte. Je pensais qu'elles l'avaient invité à entrer. Je restais dans le salon, angoissé, attendant Shérif. Je regardais plusieurs fois ma montre et faisais les 100 pas, me rendant jusqu'à la porte, puis revenant en arrière. Il était étrange qu'il ne soit toujours pas revenu. Je pris mon téléphone et appelai Shérif, mais sans réponse. La seule personne qui aurait pu m'aider ne répondait pas. Soudain, une coupure d'électricité plongea l'appartement dans l'obscurité. Je n'allumai la torche de mon téléphone qu'à contre-cœur. Ce qui me faisait peur n'était pas l'obscurité, mais ce qui pouvait y être caché. Je n'avais plus aucune envie de revoir cette chose. Avec la lumière de mon téléphone,
je parvins à trouver quelques bougies que je disposais ça et là dans l'appartement. J'essaie une nouvelle fois d'appeler shérif, mais il n'y avait toujours aucune réponse. Je pris une bougie et sortis de chez moi. Je frappai à la porte des filles et attendis qu'elles m'ouvrent. Houria ouvrit la porte et je lui demandai où était shérif. Sans réponse, elle me tourna le dos et entra dans l'appartement. La porte était restée ouverte. Alors je rentrai derrière elle. Je t'ai posé une question. Pourquoi tu ne réponds pas? Et pourquoi tu t'en vas? Demandai-je. Pendant que je marchais derrière elle, la flamme de ma bougie tremblait et éclairait à peine l'intérieur. Pourquoi vous restez dans l'obscurité? Et pourquoi vous n'allumez pas de bougie? Houria murmura quelque chose dans une langue que je ne comprenais pas. Ma bougie éclairait à peine l'intérieur et je cherchais shérif. Mais je ne le voyais nulle part. Puis, j'aperçus Zeynab et Houria dans un coin de la chambre. Leurs cheveux étaient ébouriffés et du liquide rouge coulait de leurs mains. Je levai la bougie et aperçus leur visage. Ils étaient ensanglantés. « Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes folle? Je vais appeler la police. » leur dis-je. C'est à ce moment que je sentis un souffle derrière mon cou. Et la flamme de ma bougie s'éteignit, plongeant l'appartement dans une obscurité totale. Je tentais de me diriger vers la porte pour sortir, mais à chaque pas, je sentais comme si quelque chose m'accrochait, m'empêchant d'atteindre la sortie. Je ne savais pas quoi faire, je n'arrivais pas à fuir ce cauchemar. Finalement, je réussis à atteindre la porte et sortis de l'appartement. Je dévalai les 3 étages en courant et sortis précipitamment dans la rue. Enfin, je pouvais respirer, mais en y réfléchissant, je commençais sérieusement à penser que ces filles n'étaient pas humaines, mais des diablesses, des shaytanates. Depuis leur arrivée, ma vie n'était plus qu'une série d'événements terrifiants. Elles étaient responsables de tout cela, des sorcières, des sahirates. Je m'éloignais dans la rue, cherchant à avoir une vue d'ensemble de l'immeuble. C'est alors que je remarquai quelque chose d'étrange. Toutes les fenêtres étaient éclairées par des lumières, y compris la mienne. L'électricité était-elle revenue pendant que je descendais les escaliers? Ou bien l'électricité n'avait-elle jamais été coupée? Et étais-je dans un cauchemar absurde, d'où je ne pouvais m'échapper? Je n'avais pas d'autre choix que de rentrer chez moi et de fermer la porte à clé en attendant le matin. L'idée de reprendre l'ascenseur me terrifiait. Et si l'électricité s'arrêtait encore, comment pourrais-je m'en sortir? Je montais tant bien que mal les 3 étages quand, soudain, j'entendis une voix familière derrière moi. C'était la voix de shérif. Sous l'émotion, je ne pus m'empêcher de prendre shérif dans mes bras et de lui dire « Mais où étais-tu passé depuis tout à l'heure? Je m'inquiétais pour toi. » Shérif me répondit « J'étais en train de parler aux filles et de contrôler la maison. Tout est normal, ne t'inquiète pas. Les filles m'ont dit qu'elles ne te dérangeront plus. Tu peux dormir tranquille, tonton. » J'étais effrayé comme un enfant. Je demandais à shérif de passer la nuit ici. Mais shérif me répondit « Désolé, tonton, mais mes enfants attendent à la maison. Promis, je viendrai un autre jour pour te voir. » Dès que shérif partit, je fermai la porte à double tour. Je ne savais pas de quoi il avait parlé avec les filles, mais je me sentais inquiet. Pourtant, les bruits étranges et les cris continuèrent jusqu'au matin. Mais personne dans l'immeuble ne semblait dérangé par ces bruits. Personne ne monta à l'étage pour demander des comptes. Le matin, je contactai la police et racontai tout ce qui s'était passé. Mais personne ne se déplaça. Je restais là, hébété, dans l'attente de la réponse qui ne viendrait pas. C'était comme si l'indifférence de la ville s'était emparée de tout, y compris de l'injustice de ma situation. J'avais besoin de fuir, de m'évader de ce cauchemar. Alors je décidai de passer la journée dehors, espérant que le simple fait de changer d'air me permettrait de vider ma tête. Je rentrais tard le soir, vidé et pleine de questions sans réponse. Lorsque j'arrivai devant l'immeuble, une voiture de police et une ambulance s'étaient garées près de l'entrée. Un frisson me parcourut le dos. Je m'avançai rapidement vers le groupe rassemblé devant, et je vis la fille de mon voisin Elias entrant à l'intérieur de l'ambulance, son visage dévasté par l'angoisse. J'accélérai le pas, et, une fois arrivé parmi mes voisins, je leur demandai ce qui se passait. « Elias », ils me répondirent, « il a voulu en finir, il a pris des cachets. » Je ne pouvais pas y croire. Elias, ce n'était pas le genre de cet homme, pas le genre à se laisser sombrer de cette manière. Pourquoi aurait-il voulu mettre fin à ses jours? C'était impensable. Ses enfants, sa vie, tout semblait pourtant aller bien. Quelques heures plus tard, j'appris la terrible nouvelle. Elias était parti. Il avait quitté ce monde, comme si la lumière s'était éteinte brusquement sans crier gare. La migraine qui me tenaillait depuis la matinée se fit plus intense. Je n'avais plus la force de rester chez moi. Ce n'était plus une simple fatigue, mais un dégoût profond, une nausée existentielle. Vers 21h, on frappa à ma porte. J'ouvris hésitant. C'était Zeynab. Je la fixai un instant sans savoir quoi dire.
Ahmed, on a besoin de vous parler. Venez, c'est important. Désolé, je suis trop vieux pour ça. Je peux rien faire pour vous. Mais elle insista, et ses mots se répétèrent. Ahmed, on a besoin de vous parler. Venez, c'est important. Puis, elle m'expliqua qu'elles avaient juste besoin d'avoir mon point de vue sur quelque chose d'important. Elle avait l'air sérieuse cette fois, presque préoccupée. Malgré mes réticences, je la suivais. Je rentrais dans l'appartement de mon fils. À l'intérieur, une odeur étrange flottait dans l'air. Un mélange d'encens et de quelque chose de métallique, presque comme du sang. « Asseyez-vous », dit Houria en pointant une chaise au centre du salon. « Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? »« Faites-nous confiance, Ahmed. C'est pour votre bien. » répondit Zeynab d'un ton froid. Avant que je ne puisse réagir, elle m'avait saisi les bras. J'avais tenté de me débattre, mais leur force était surprenante. Elle m'avait poussé sur la chaise, et, avant que je ne comprenne, mes poignets étaient attachés avec des cordons. « Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi partir !» criai-je, mais elles ne me répondaient pas. Elles avaient commencé à marmonner des paroles incompréhensibles, leurs voix se superposant en une cacophonie inquiétante. Les bougies qu'elles avaient allumées vacillaient, projetant des ombres sur les murs. Des formes qui semblaient danser et se tordre comme des créatures vivantes. Zeynab s'était approchée de moi, son regard perçant et fixe. Elle souriait, mais ce n'était pas un sourire humain. C'était quelque chose de froid, calculateur, presque animal. Puis, tout à coup, elle avait sorti une petite lame de sa poche. Je sentais mon cœur battre à tout rompre. Je récitais intérieurement les prières que je connaissais, cherchant une échappatoire. Alors que je pensais que tout était fini, une douleur lancinante avait envahi ma tête. J'avais perdu connaissance. Quand je m'étais réveillé, la lumière du jour traversait les fenêtres. Je fus retrouvé par mon fils et ma belle-fille à leur retour de vacances. Ils me trouvèrent attaché, le corps marqué de blessures et dans un état de profond choc. À peine conscient, je ne pouvais qu'entendre leur voix s'élever en panique, essayant de comprendre ce qui avait bien pu se passer. « Papa, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je n'arrivais pas encore à parler. « On était obligé de le faire », disait Zeynab à mon fils. Il a eu une crise étrange. Il parlait seul, criait des choses incohérentes. Nous n'avons pas eu d'autre choix que de le maîtriser. « C'est pas vrai, c'est pas vrai. Elles m'ont fait des rituels, elles m'ont attaqué. » avais-je crié, mais mon fils me regardait avec une pitié douloureuse. Zeynab et Houria racontèrent à mon fils qu'elles avaient essayé de me calmer, affirmant que j'avais une crise violente et que mes blessures étaient le résultat de mes tentatives frénétiques pour me libérer. Elles ajoutèrent qu'elles allaient appeler la police, mais qu'elles n'en avaient jamais eu le temps avant que je ne perde connaissance. Leur ton semblait sincère, mais quelque chose dans leur attitude me laissa un goût amer. La police arriva peu après. Les voisins, interrogés peu après, avaient confirmé avoir entendu des cris et des bruits étranges venant de l'appartement. Ils avaient tous corroboré les dires des filles, confirmèrent avoir entendu des cris, mais aucun d'entre eux n'avait jamais osé intervenir. Dans l'appartement, aucune trace des rituels que j'avais décrits ne fut trouvée. Mon récit, trop étrange et incohérent aux yeux de mon fils et des enquêteurs, fut rapidement écarté. Ils conclurent que j'avais probablement halluciné ou perdu pied à cause de la solitude et de mon âge avancé. « Monsieur Ahmed, il vaut mieux que vous soyez examiné », m'avait dit l'un des policiers. Son ton paternaliste m'irritait au plus haut niveau. Malgré mes protestations, j'avais été emmené. Après un examen médical, je fus interné dans un centre psychiatrique où l'on m'avait laissé dans une pièce froide et stérile. Je ne comprenais pas. Il n'y avait aucune trace des rituels, aucune preuve de ce que j'avais vu ou vécu. Les filles avaient tout effacé, comme si rien ne s'était jamais passé. Pendant mon séjour, je revivais ces scènes en boucle, partagées entre la certitude d'avoir subi un mal étrange et le doute que partageaient les médecins, mon fils et moi-même. Pourquoi n'y avait-il aucune preuve tangible de ce que j'avais vécu? Était-ce possible que tout cela fût le fruit de mon esprit? Et maintenant, tout le monde pensait que j'étais fou. Mon fils, Zeynab, Houria, tous disaient la même chose, que j'avais eu un comportement étrange, des hallucinations. Shérif avait raconté que j'étais effrayé de manière inquiétante, tel un enfant qui refusait de dormir seul dans sa chambre. Je ne savais plus qui croire, mais une chose était claire, je n'étais plus le même homme. Et désormais, enfermé dans cet asile, loin de tout, je n'avais plus de preuves à offrir, sauf mes souvenirs qui semblaient se dissoudre sous les regards incrédules des autres. Je savais que je ne reverrais jamais la liberté, que cette nuit-là, quelque chose de sombre s'était emparé de moi, et que personne ne me croirait. Quelques mois passèrent,
Et alors que je commençais à m'habituer à cette routine pesante, j'appris que Zeynab et Houria avaient été arrêtés. Cette fois, elles avaient récidivé avec une autre victime. Mais les preuves étaient accablantes. Des objets occultes, des traces de rituels et un témoignage clair de la victime laissèrent peu de place au doute. Mon cœur se serra à la fois de soulagement et d'amertume. J'avais dit la vérité, mais il était trop tard pour effacer les souffrances que j'avais endurées et les regards de suspicion auxquels j'avais été confronté. Quand je sortis enfin de l'hôpital, je retournai chez moi, plus âgé et plus marqué que je ne l'avais jamais été. Mon appartement me semblait étrangement vide et lourd d'un passé que je ne pouvais effacer. C'est alors que je pris une décision. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans la peur ou dans le doute. Je décidai de renouer avec ma foi, un chemin que j'avais négligé depuis trop longtemps. Un soir, alors que je m'apprêtais à faire mes ablutions pour prier, une lourde fatigue m'envahit. C'était comme si une force invisible pesait sur mes épaules, cherchant à m'empêcher de me lever. Pourtant, je me fis violence, répétant les gestes avec une détermination presque désespérée. Lorsque je me mis à prier, une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années me traversa. Je sentis mon esprit s'alléger, mes pensées se clarifier. À cet instant, je compris que la prière n'était pas seulement un rituel, mais un refuge, un moyen de me reconstruire et de me protéger contre l'ombre de mes souvenirs. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Merci de l'avoir écoutée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi liker la vidéo si elle vous a plu afin de me soutenir. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire pour me faire part de votre ressenti. Prenez soin de vous et à la prochaine.